commissariats voient défiler dans leurs couloirs toutes sortes de voyous, toutes sortes d'histoires. Il est passé à 50 cm d'un mec qui agonisait, qui vidait de son sang. Et toi, tu te marres? Non mais t'as pas honte? J'ai pas voulu la tuer. T'as pas voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je pouvais pas me contrôler. Tu pouvais pas te contrôler? Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ces bureaux, entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Certaines de leurs enquêtes marquent leur carrière et leur vie à jamais. Flèche, Pellegrin, USK, 3 limiers de la brigade criminelle de Paris se souviennent d'une enquête qu'ils ont menée en 1984, l'affaire de l'APA. L'une des affaires criminelles les plus choquantes des années 80 et dont Bertrand Tavernier a tiré un film 10 ans plus tard. En 1982, à son arrivée à la tête de la BRI, la brigade anti-gang, Jean-Marc Bloch a dû mobiliser tout son service pendant 2 ans pour tenter de décapiter Action Directe, un groupe révolutionnaire d'extrême gauche, auteur d'attentats multiples et prêt à tuer pour défendre sa cause. 35 ans plus tard, ces 4 grands flics ressortent leur vieux dossier. L'APA. Décembre 84, des crimes d'une violence inouïe sont commis dans les quartiers chics de la capitale. Même les policiers de la brigade criminelle sont abasourdis. C'est affligeant, c'est affligeant. C'est affligeant, on n'arrive pas à comprendre. Ça m'était jamais arrivé auparavant, ça. Jamais dans ma carrière. Ça marque le policier que j'étais à l'époque. Pour la première fois, ils sont confrontés à des tueurs impitoyables, tout juste majeurs. On a quelqu'un qui je qualifierais d'inconscient, totalement immature, qui n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Valérie, Laurent, Jean-Rémy, qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour commettre des actes d'une telle sauvagerie? Et comment les flics de la brigade criminelle vont-ils mettre fin à leur odyssée sanglante? À partir de 1979, Action Directe, un groupe de terroristes d'extrême gauche, commet et revendique des dizaines d'attentats au nom de sa lutte contre le capitalisme. La police est leur ennemi. Il y a une haine de l'institution policière. Il y a une haine de tout ce qui peut représenter l'État. Pour leur barrer la route, le commissaire Jean-Marc Bloch et ses hommes de la brigade anti-gang. Ils ne s'attendaient pas à une telle violence. Une violence qui va même jusqu'à tuer des flics. Je crois qu'il y en a 2 qui ont tiré. Avec des armes de quel 9 calibre? mm Parabellum. C'est-à-dire un gros calibre? Ah oui, une arme de guerre. Il leur faudra presque 2 ans. 2 ans de surveillance, de filature, d'arrestations manquées. 2 ans où ils risquent leur vie presque chaque jour pour tenter de stopper l'un des plus dangereux membres d'Action Directe, Régis Schleicher. Cette histoire commence en septembre 1980. Tous les membres d'Action Directe sont sous les verrous. La police pense être débarrassée du problème pour un bon moment. Moins d'1 an plus tard, la gauche arrive au pouvoir. Dans un grand élan de générosité, une loi d'amnistie est votée. Un peuple est toujours plus fort lorsqu'il parvient à surmonter ses divisions et à réinsérer les citoyens égarés. 17 membres d'Action Directe sont libérés. Certains jouent le jeu et entrent dans la légalité. Mais les plus radicaux reprennent la lutte armée. À leur tête, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon et Régis Schleicher. Au même moment, Jean-Marc Bloch, 35 ans, est catapulté chef de la brigade de recherche et d'intervention, l'anti-gang.
Pendant des mois, les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'une piste. Jusqu'au jour où, enfin, un tuyau tombe. Le directeur de la police judiciaire me fait descendre dans son bureau en me disant il va falloir que la BRI s'intéresse à Action Directe. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, c'est maintenant tout de suite. Il y a 2 types qui arrivent du sud-ouest avec des armes, avec un tas de choses. Ils ont probablement rendez-vous avec Rouillan-Ménigon. Faut s'intéresser à eux. Ces 2 types, ce sont Michel Camilleri et Charles Grosmangin. Et c'est ainsi que l'histoire démarre pour nous, alors qu'on est au courant. Enfin, c'est des gens qu'on ne connaît pas, en fait. C'est pas du tout notre clientèle habituelle. Jean-Marc Bloch et ses hommes chassent surtout les droicos, comme ils disent. C'est-à-dire les bandits de droit commun, les braqueurs, les voyous en tout genre. Les terroristes, comme Camilleri et Grosmangin, eux, ont une autre manière de fonctionner. C'est pas du tout le même genre de personnages. Ils sont non seulement plus dangereux, mais aussi plus difficiles à suivre. Ils sont capables de partir de chez eux le matin, de prendre un taxi pour aller à un point X, ensuite de prendre le métro, de repartir à pied, de traverser un grand magasin, d'aller dans une église pour avoir un rendez-vous au milieu du cimetière du Père-Lachaise. Ça nous est arrivé, on l'a vécu. Et là, c'est extrêmement difficile. Comment voulez-vous surveiller des gens au milieu du Père-Lachaise quand il n'y a personne? Il y a eux et nous. Pour déjouer les ruses de Camilleri et Grosmangin, le 36 quai des Orfèvres donne les moyens à Jean-Marc Bloch. Toute la brigade travaille là-dessus, 45 fonctionnaires pour suivre 2 types. Ça y est, c'est bon, ils arrivent. Hein. La filature dure 10 jours et 10 nuits, à un rythme d'enfer. On arrivera à les suivre 24 heures sur 24 sans jamais, ou à peu près jamais, les perdre. Un travail de titan qui ne donne pas grand-chose. Les 2 hommes ne semblent avoir aucune activité suspecte. Jean-Marc Bloch reprend espoir le 17 septembre 1982, quand il aperçoit les terroristes entrer dans ce parking, puis en ressortir 10 minutes plus tard. Il y a 5 ou 6 sous-sols de box fermés, juxtaposés. Donc c'est intéressant, c'est forcément intéressant. Mais il tombe sur un os. Il y a des centaines de box et ils sont tous fermés à clé. Normalement, pour entrer dans un box, il faudrait faire une perquisition, une vraie perquisition. Mais après 10 jours et 10 nuits de traque, Jean-Marc Bloch veut en finir. Là, disons qu'on va jeter un coup d'œil. On est à la limite de l'illégalité, mais enfin, dans ce genre de circonstances, puis c'est un box, c'est pas un domicile. Hein. Bon, c'est une... Bon, enfin, bref. Et comment on jette un œil dans un box fermé à clé? C'est pas très dur. Les serrures des box sont pas excessivement difficiles à ouvrir, quoi. Vous savez fracturer une serrure? Moi? Non. Donc vous faites appel à quelqu'un? On fait appel à des gens qui savent faire. C'est-à-dire que vous avez des serruriers? C'est possible. Qui travaillent pour la police? C'est possible. Fallait bien qu'on se démerde, hein, parce qu'on n'attrape pas des gros poissons avec du tout petit... Non, il faut savoir utiliser un certain nombre de moyens. Regardez là, à gauche. Et puis dans un box, on voit bien qu'il y a une caisse. Et dans la caisse, il y a des explosifs. Oh là là, c'est jackpot là. 150 bâtons de dynamite, 11 détonateurs électriques, 17 détonateurs pyrotechniques, un rouleau de mèche lente et 2 bidons de chlorate de soude, aussi appelés explosifs agricoles. Ça devient super intéressant. On décide d'attendre qu'ils reviennent au box. C'est pas compliqué.
Ça a été une vraie belle opération. On a trouvé des armes, des explosifs, un tas de choses. Et ça a été salué et par les autorités et par la presse. Il y a des titres de journaux qui ont été dithyrambiques quelque part. Action directe démantelée. Bon, ça nous a fait rire parce qu'on savait que c'était pas vrai. On savait que c'était le début d'une longue histoire. Finalement, là, on était embarqué dans une affaire qui allait durer plusieurs années. Les policiers savourent leur victoire et elle va même au-delà de leurs espérances. Quand ils perquisitionnent le domicile des terroristes, le butin est impressionnant. Des pistolets mitrailleurs Sten et Kalachnikov, une carabine US M1, 2 fusils de chasse à canoncier, 4 pistolets automatiques de calibre 11,43 et 7,65, des scanners pour écouter la police, une machine à reproduire les clés, 2 revolvers, 19 chargeurs, des détonateurs, plusieurs centaines de cartouches de différents calibres, des gants, des perruques, des cagoules, 6 gilets pare-balles, des menottes et d'importantes sommes d'argent. Bref, de quoi commettre hold-up et attentat. En garde à vue, Camilleri et Gros-Mangin ne se démontent pas. Ils se présentent comme des sauveurs. Ils auraient subtilisé cet arsenal aux leaders d'Action Directe pour les empêcher de s'en servir. Leur défense ne tient pas bien longtemps. Ils sont condamnés à 5 ans de prison. Le box, lui, n'a pas fini de parler. Il a été loué par un certain Éric Moreau, 26 ans, fils de commissaire de police, mais surtout militant d'Action Directe. On part derrière Éric Moreau, alors on le voit, on est en début d'après-midi, il est installé à la terrasse d'un bistrot avec un type qu'on ne connaît pas. Et puis à un moment, enfin il se sépare, seulement il est déjà à 10h du soir, il fait nuit. On décide d'interpeller Moreau, d'autant qu'on nous a dit qu'il n'était pas armé, qu'il était les mains dans les poches, qu'il n'avait absolument rien sur lui, donc que ça serait une partie de plaisir. 2 fonctionnaires de la BRI descendent de voiture, ils vont à ce qu'on appelle à sa rencontre. Mais rien ne va se passer comme prévu. Dans toutes les affaires criminelles que le 36 quai des Orfèvres gère chaque année, près d'une 50aine, certaines marquent encore plus que d'autres les enquêteurs. Comme celle de ce samedi 8 décembre 1984. Écoutez France Inter, il est 13h. Mystère autour de l'assassinat de Maître Lelédier, un avocat trouvé mort dans son cabinet du 17e arrondissement. Il avait les pieds et les poignets ligotés. Un avocat assassiné. L'affaire n'est pas banale. Les lieux ont été fouillés, ont été mis sans dessus, sans dessous, il y a du papier partout. C'est vraiment un charivari dans la pièce. Hein, c'est... Le corps de Maître Lelédier est allongé par terre, en travers de la pièce. Il a le visage très marqué, il supporte des plaies saignantes au niveau du buste. Il a les mains qui sont ligotées et les pieds aussi. Son postiche qui gît à 30 cm de sa tête, c'est quelque chose de... C'est sidérant, voilà, comme image. Gérard Lelédier a 50 ans. Il a un fils d'une quinzaine d'années et il est divorcé. Il donne l'impression d'avoir été torturé? Ah oui, manifestement. Puis les coups, le fait qu'il soit ligoté, c'est ça. C'est incroyable. Pour Christian Pellegrin, cela ne fait aucun doute. Le tueur a tenté de le faire parler. Cherchait-il de l'argent ou autre chose? L'avocat est spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route et dans les divorces. Quand on a un avocat qui est tué, il est toujours de bon ton d'imaginer que ça puisse venir d'un de ses dossiers. Ça, c'est la première hypothèse. Christian Flech auditionne quelques clients, mais rien de suspect.
Par contre, ils pensent tenir une piste quand ils découvrent la deuxième activité professionnelle de l'avocat. L'homme tenait en parallèle une agence matrimoniale pour homosexuels. La deuxième hypothèse, c'est que la façon dont il avait été ligoté pouvait rappeler des meurtres d'homosexuels qu'on avait dans cette période-là. Des meurtres surtout liés à des pratiques sexuelles sadomaso. Selon les amis de l'avocat, cela ne colle pas avec les mœurs de Maître Lelédier. On va écarter assez vite l'hypothèse d'un meurtre lié à un milieu homosexuel. Et plutôt, on avait le sentiment que la victime avait l'habitude de fréquenter des jeunes femmes. Beaucoup de jeunes femmes? Pas mal. Le personnage est apparu comme un coureur de jupons. Il draguait à tout va. Il fréquentait une boîte, les jardins de la Boétie, fréquenté beaucoup par des hommes d'un certain âge et puis par des jeunes filles qui étaient en recherche d'aventure ou de petits pistons à gauche, à droite. Voilà. Il se faisait passer pour ayant des relations dans le milieu du cinéma, donc c'était une façon d'appâter un petit peu les jeunes femmes en question. Et puis, il concluait comme il le pouvait, hein, et rapidement, le plus vite possible. L'avocat était-il en galante compagnie ce soir-là? Il a eu sa mère vers 21h30. Il lui a laissé entendre effectivement qu'il attendait toujours quelqu'un, mais ce quelqu'un n'était toujours pas arrivé. Mais qu'après, il irait peut-être au jardin de la Boétie en sa compagnie. Il avait rendez-vous avec une jeune femme. On s'intéresse à une jeune femme, mais qui est-elle? En utilisant le carnet de Maître Lelédier, on voit effectivement des noms féminins qui apparaissent. Et là, c'est la razzia. On convoque à tour de bras toutes ces jeunes personnes. C'est un défilé de pin-up dans les couloirs de la brigade criminelle. L'une d'elles a peut-être croisé le tueur. Mais là encore, les policiers font chou blanc. On travaille comme ça jusqu'à ce que, vers le 17 du même mois, une autre affaire éclate et que l'orientation devient un petit peu particulière. Car moins de 2 semaines après l'assassinat de Gérard Lelédier, un autre homme est retrouvé gisant dans son appartement. En 1984, 2 semaines après l'assassinat d'un avocat parisien, un deuxième homme est retrouvé mort dans son appartement. Il s'agit de Laurent Zarade, 29 ans, un jeune patron propriétaire d'une boutique de textile. Et manifestement, il y a un acharnement, puisqu'il y a plusieurs traces de coups d'armes blanches. Ce jour-là, c'est Jean-Louis Huesca, 33 ans à l'époque, qui est chargé de l'enquête. Sur place, donc, avec mes collègues, on découvre le corps d'un homme qui a été manifestement poignardé et étranglé. Il y a cette sorte de foulard qui a servi à l'étrangler. Il est attaché. Vraiment, il y a une volonté de tuer, voire même presque de massacrer, parce qu'on s'y est pris assez mal. Laurent Zarade habite à seulement 600 mètres des bureaux de l'avocat. Est-ce une coïncidence? Ou les policiers ont-ils affaire à un tueur qui a fait du 17e arrondissement de Paris son terrain de chasse? Les enquêteurs commencent à faire le rapprochement entre les 2 meurtres. Il a été retrouvé dans des positions similaires à celles découvertes chez Maître Lelédier. Il y a un désordre dans la maison, on a fouillé. On a ouvert des tiroirs, etc. C'est une personne qui vit seule dans un bel appartement, qui manifestement avait prévu de recevoir quelqu'un puisqu'il y avait 2 couverts. L'un où la personne avait mangé et puis l'autre qui était intact. Et on va apprendre auprès d'amis de Laurent Zarade, qui va rencontrer quelques heures avant sa mort, qu'il a rendez-vous avec une jeune femme. C'était vraiment, ça ressemblait de trop près. Et ce ne sont pas les seuls indices qui relient les 2 meurtres. On va découvrir que lui aussi fréquentait les mêmes endroits que Lelédier, avait une propension aussi à fréquenter
des jeunes femmes, plutôt bien sous tout rapport. Donc on peut pas parler de coïncidence. C'est pas possible. Pour les policiers, cela ne fait aucun doute. Les deux hommes avaient rendez-vous avec la même fille. Vu qu'ils fréquentaient les mêmes endroits, les enquêteurs de la crime écument les lieux branchés de la capitale où l'avocat et le commerçant avaient leurs habitudes. On va avoir une description de cette jeune femme. Une description qui nous donne comme élément un jeune, très jeune, dans les 18-20 ans, brune, les cheveux courts, visage poupin, éléments qui vont nous permettre de dresser un portrait robot. La boutique de prêt-à-porter de Laurent Zarade se trouve dans le Sentier. À cette époque, ce quartier est tenu par des centaines de grossistes du textile. Armés du portrait robot de la jeune femme, les enquêteurs passent de boutique en boutique. Seulement voilà, dans le Sentier, c'est la loi du silence qui prime. Personne n'a rien vu. C'est alors que les policiers vont bénéficier d'un petit coup de pouce peu habituel. Là, on a plus de chances que pour la première fois, ça va beaucoup plus vite, la famille nous aide beaucoup. Effectivement, Chantal Zarade, la sœur de Laurent, mène sa propre enquête. Elle connaît tout le monde dans le Sentier et en une journée, les langues se délient. Dans le Sentier, ça commence à parler. On parle plus facilement à la famille qu'à la police. Et donc, la famille, assez vite, a pu nous dire qu'il avait été vu donc, le dimanche soir, je crois, dans une boîte de nuit avec une jeune femme qui était vendeuse dans un autre magasin du Sentier. Et elle vous donne le nom de cette jeune femme? La jeune femme, c'est Valérie Subra. Valérie Subra. Ce nom résonne immédiatement dans la tête des enquêteurs. Il était noyé au milieu de centaines d'autres noms de jeunes femmes, dans le carnet d'adresse de Laurent Zarade, mais aussi dans celui de Maître Lelédier. Les inspecteurs rentrent sur place. Ces derniers regardent à travers la vitre du magasin et je me rappelle toujours parce qu'ils nous passent un petit coup de radio en disant qu'ils ont le portrait robot en face d'eux. Jean-Marc Bloch et les hommes de la BRI, la brigade anti-gang, sont chargés de démanteler le groupe terroriste Action Directe. Ils ont un gros poisson dans leur collimateur, Éric Moreau. Un soir d'octobre 82, ils le repèrent dans un quartier du 20e arrondissement. À un moment, à l'angle de la rue Saint-Fargeau et de la rue Axo, on décide d'interpeller Moreau, d'autant qu'on nous a dit qu'il n'était pas armé, qu'il était les mains dans les poches, qu'il n'avait absolument rien sur lui, donc que ce serait une partie de plaisir. En fait, d'une partie de plaisir, en une fraction de seconde, l'opération vire au cauchemar. Et pour un type pas armé, il sort un flingue, puis un vrai flingue, du gros calibre. Alors moi je suis en voiture, je vois Éric Moreau le long de ce mur désert, il est en position de tir avec son arme à la main, je me dis je vais l'écrabouiller contre le mur, je vais le faire basculer sur la voiture. Mais je ne suis pas un tueur, on ne s'est pas écrasé quelqu'un volontairement, donc il est simplement bousculé, il tombe sur le capot de la voiture avec son flingue. Mais le membre d'Action Directe est toujours vaillant et en possession de son arme. Elle me dit là c'est pas bon, je vois le flingue vraiment sur le pare-brise de la voiture. Donc je pars pour chercher le mien que j'avais posé sur le vide-poche près du levier de vitesse qui avait glissé, bien sûr en montant le trottoir vers la banquette arrière. En me baissant, j'entends les coups de feu qui partent de derrière, de devant, partout. Dans sa fuite, le terroriste tire en direction de Jean-Marc Bloch, mais il rate sa cible. La balle explose la vitre arrière.
court après, mais quand on court après quelqu'un, en général, on n'arrive pas à le rattraper, c'est toujours la même histoire. Et quand on est derrière le type qui court à des ailes, et puis il se retourne avec son arme, donc on a plutôt tendance à s'arrêter qu'à continuer. Rien à faire, on ne le retrouvera pas ce jour-là, en tout cas, ni les jours qui suivent. Jean-Marc Bloch et ses hommes sont effondrés. L'opération est un fiasco, mais surtout, des passants auraient pu être touchés. Ce soir-là, il y a 40 coups de feu, un peu plus de 40 coups de feu qui ont été tirés. Donc, devant l'ampleur des dégâts, je suis quand même bien embêté. 40 coups de feu, c'est pas rien. Je téléphone au directeur de la police judiciaire, Pierre Touraine, il doit être minuit, 1h du matin, et je me souviendrai toujours de sa question. Ça m'a marqué, je crois, pour un bon bout de temps, enfin, pour toute ma carrière. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des blessés? Je lui ai dit, non, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Il me dit, c'est pas grave. Extraordinaire, cette réponse, et calmement. Mon petit, parce qu'il m'appelait mon petit. Mon petit, c'est pas grave. Le plus incroyable dans cette affaire, ce n'est pas la réaction du patron de la police judiciaire, mais celle d'Éric Moreau, alors qu'il est en cavale. L'homme n'est pas un terroriste comme les autres. Il est fils de commissaire et son avocat est un ténor du barreau, le redoutable maître Vergès. Quelques jours après la fusillade, ce dernier déclare que son client n'était pas armé et porte plainte contre X pour tentative d'assassinat. La plainte n'aboutit pas. Éric Moreau, furieux, règle ses comptes par téléphone. Quelques semaines après, mon fils aîné reçoit un coup de fil en disant vous êtes bien, je suis bien chez Monsieur Bloch. Mon fils, qui était très jeune à l'époque, dit oui. Chez le commissaire Bloch, il dit oui. Vous lui direz qu'on aura sa peau. Voilà, ça s'arrête là, ça raccroche. Lui, ça l'a pas marqué du tout. Moi, j'ai un peu compris, mais après, j'emmenais mes enfants à l'école tous les matins, je faisais un peu attention, quoi. Puis je leur ai dit de pas trop raconter ce que je faisais, c'était pas la peine. C'est quand même, mine de rien, une menace de mort, quoi. Qu'est-ce que je te dis, je vais pas pleurer. Quelques mois plus tard, c'est pourtant la police tout entière qui va pleurer. 2 des leurs vont perdre la vie sous les balles d'Action Directe. Où en est-on de la partie, Hervé? Mardi 31 mai 1983, la France assiste à ce qu'elle définira plus tard comme l'un des plus beaux après-midi du sport français. Yannick Noah affronte Ivan Lendl en quart de finale de Roland-Garros. Il est environ 14h30. Mais pour les policiers du 9e arrondissement de Paris, la journée bascule dans l'horreur. Vers 14h30, 4 flics en civil veulent contrôler 2 hommes au comportement suspect. Quand ils s'approchent, les membres d'Action Directe tirent. Un gardien de la paix, blessé, tombe à terre. Il est froidement exécuté. Claude Cayola, 28 ans, laisse une femme enceinte de 8 mois et un enfant en bas âge. Dans le même temps, le brigadier Émile Gondry s'effondre, touché en plein cœur. Il avait 49 ans, était marié et père de 2 jeunes filles. La mort des 2 policiers suscite une intense émotion au sein de la police, puis l'émotion laisse place à la colère. Le préfet de police de Paris démissionne et le directeur général de la police nationale est remercié. Les auteurs du double assassinat deviennent les ennemis publics numéro 1. Arrivera là-dessus une lettre anonyme qui dit clairement que les auteurs de ce double meurtre, ce sont Régis Schleicher, les frères Alphen et 2 Italiens dont j'ai oublié les noms. Alors évidemment, à partir de là, la priorité, ça devient Schleicher. Régis Schleicher, 27 ans, est un des membres les plus redoutables d'Action Directe, bien connu du 36 quai des Orfèvres. Il est notamment suspecté d'avoir commis des hold-up pour financer le mouvement et ses actions terroristes. Seulement, dans les années 80, il avait une adresse, 80-81, on savait où le trouver. À partir de ce moment-là, et même un peu avant, il est devenu complètement clandestin. Enfin, pas totalement. Un autre service de police, les très discrets renseignements généraux, ont infiltré un groupe de sympathisants d'Action Directe. Ce ne sont que des seconds couteaux, mais afin d'éviter les fuites, ils ont interdiction d'en parler à leurs collègues de la BRI, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus faire autrement.
Les écoutes leur apprennent que le groupe reçoit dans son appartement une visite inespérée. Celle de Rouillant, Ménigon et Schleicher. Jean-Marc Bloch et son patron de l'époque, Claude Cancès, partent les interpeller. Ça, c'est de la bagnole, je te le dis. Moi. Tu montais dans sa voiture, tu vois, il y avait des canettes de bière. Non, il n'y avait pas de... Il y avait du tabac. Des morceaux de sandwich. Ah, du tabac, évidemment. Des mégots de cigarettes, il y avait partout. Jean-Marc, tu fumes plus, hein? Non. Ouais. Aujourd'hui, ils en rigolent, mais à l'époque, les deux hommes sont furieux. Prévenus au dernier moment par les RG, ils vont être obligés d'improviser. On avait la rage, tu entends, de sentir qu'on était sur le super coup et que les collègues ne nous avaient pas prévenus. On savait qu'ils les avaient logés, ça ne s'était pas fait en une journée. Ça fait des semaines qu'ils devaient travailler. On a l'impression d'arriver, d'être appelé sur un incendie qui a déjà beaucoup trop pris, d'être appelé trop tard. On pressentait, Jean-Marc, les difficultés qu'on allait rencontrer déjà sur le terrain. À la BRI, difficulté sur le terrain sous-entend risque d'y laisser sa peau. Dans l'affaire de l'APA, les policiers de la brigade criminelle ont interpellé la jeune femme qui a passé la soirée avec Laurent Zarade, le soir de sa mort. Elle les a suivis sans aucun problème. Elle n'a même pas demandé pourquoi on lui demandait de venir. Elle les a suivis gentiment, voilà. D'ailleurs, la jeune fille est tellement décontractée qu'elle déstabilise les enquêteurs. On a quelqu'un qui je qualifierais d'inconscient, totalement immature. Une gamine, quoi. Ah, et je crois que des gamines ont plus de jugeote que l'avait cette jeune femme à l'époque. Une jeune fille vraiment insignifiante, mignonne, douce, enfin, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, hein. Un peu naïve, en tout cas en apparence, hein. Elle était tout sourire, c'est vrai, bon, elle me raconte n'importe quoi. Elle nous balade, mais bon, nous, par contre, on commence à avoir des billes. Et tout de suite, on va constater qu'elle porte des bijoux qui ont été volés à Laurent Zarade, à savoir un 3 heures Cartier, une chaîne de cou, et quand on va lui poser la question... La bague avec collier, ça vient d'où? Elle va dire que elle a un petit copain qui s'appelle Laurent et qui doit faire ça. Voilà. Et quand les policiers lui annoncent que ce fameux Laurent est mort sauvagement assassiné... Presque sans réaction. C'est ah bon? Voilà, c'est le ah bon. Manifestement, elle ne prend pas conscience de ce qu'on lui dit. Au fur et à mesure de l'audition, Christian Flech voit apparaître une faille sur le visage de la jeune fille. Son sourire a disparu. Il décide de la laisser réfléchir quelques heures. Disons qu'à un moment donné, parce qu'elle était coincée par tous les éléments sur lesquels elle devait s'expliquer, elle a souhaité parler à quelqu'un, elle a voulu que ce soit moi. Et moi, à l'époque, j'étais tout jeune commissaire, j'avais 1 an et demi d'ancienneté à la brigade criminelle. Je me suis retrouvé face à une femme qui avait, à l'époque, un peu plus de 18 ans, qui a commencé à m'expliquer dans quelles conditions elle avait participé à 2 assassinats. Et elle nous décrit tout le processus. Comme pour la première victime, Valérie Subrat raconte qu'elle a séduit Laurent Zarade lors d'une soirée dans Paris. Elle n'a aucun mal à le convaincre de poursuivre la soirée chez lui. Sous le charme, Laurent n'a pas remarqué que 2 hommes les ont suivis. Vous dites avoir des complices? Non, on était tous les 3, ouais. Maintenant, ils attendent patiemment sur le palier. Dans l'appartement,
Valérie joue son rôle de séductrice un peu capricieuse. Il est 23 h, elle a un petit creux. Une ruse pour éloigner Laurent Zarade, qui part en cuisine lui préparer une assiette. Elle passe à l'action. Tous les trois pensent que le jeune patron cache chez lui de grosses sommes en liquide. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient avoir un coffre rempli de lingots d'or, quoi. Voilà. Ça, c'est comme dans les films. Un coffre rempli de lingots d'or, c'est bien connu, il y en a partout. Voilà. Donc, ils vont se contenter, dans les deux affaires, de quelques milliers de francs. Voilà. Le butin est maigre, l'équivalent de 840 €. C'est à ce moment-là que tout dérape. Il y a une rage folle, apparemment, qui s'empare des deux hommes. Puis ensuite, ça a mal tourné, dans les conditions qu'on connaît. Voilà. Mais pendant que les gars exécutaient le sale boulot, que faisait la belle Valérie? Elle a grignoté gentiment en écoutant des clips ou un film. Voilà. C'est là où on hallucine. On a une jeune fille de 18 ans qui est présente dans un appartement où elle a servi d'appât à deux tueurs. Et pendant qu'ils sont en train d'achever leur victime, elle mange du saumon fumé. Voilà. Elle fait une dînette. Bon, maintenant c'est bon, je vous ai tout dit, je peux partir. Elle est convaincue qu'une fois qu'elle nous aurait expliqué quelle a été sa part dans les assassinats, et ben voilà, l'affaire était faite et elle pourrait sortir. Elle m'a demandé si elle serait sortie pour Noël. C'est-à-dire, quelques jours plus tard. Ouais. Elle ne se rendait pas compte de la situation à laquelle elle avait été mêlée, où elle était impliquée, quoi. Elle ne se rendait pas compte. Vraiment une gamine étrangement immature. Valérie finit par donner les noms des deux garçons qui l'accompagnaient. Laurent Attab, H-A-T-T-A-B. Laurent, c'est le petit ami de Valérie. Un petit flambeur de 19 ans, un fils à papa qui roule en voiture de sport. Il tient une boutique de sweatshirts que son père lui a offerte. Jean-Rémy Sarraud. Jean-Rémy est un paumé de 21 ans. Petit, il a été abandonné par sa mère sur le parking d'un supermarché. Il est SDF. Laurent l'a pris sous son aile. Il l'héberge même chez lui. Du coup, Jean-Rémy lui est totalement dévoué. Valérie a donné ses deux complices, mais elle prétend ne pas savoir où il se trouve. On part faire une perquisition chez sa mère, laquelle tombe totalement des nues. Sa fille, elle bosse dans le prêt-à-porter, elle a un petit copain très gentil, très sympa, il s'appelle Laurent Attab, sérieux, et puis voilà, donc elle voit débarquer la criminelle pour une perquisition dans le cadre d'un double homicide. Là, la mère, elle est liquéfiée, totalement liquéfiée. La perquisition ne donne rien. Les policiers rentrent au 36 quai des Orfèvres quand... On doit être aux alentours de 19 h. On reçoit un appel de la mère de Valérie Subra. Oui, bonjour, c'est la maman de Valérie au téléphone. Elle nous dit qu'elle vient de recevoir la visite de Jean-Rémy Sarraud, donc un des deux hommes qu'on recherche. Elle lui a dit que sa fille était absente pour l'instant, qu'elle allait rentrer bientôt, et donc il l'attend devant son immeuble dans sa voiture. Il est juste là. Je le vois. Aubaine pour nous. Tout de suite, il y a deux équipages dont je fais partie qui se rendent dans le 11e. On gare les véhicules à distance et on arrive en piéton. Avec d'autant plus de précautions qu'auparavant, Valérie Subra nous avait dit qu'ils étaient porteurs d'un pistolet. On se rapproche. Ce soir-là, Jean-Louis Huesca procède à une interpellation qu'il n'est pas prêt d'oublier. Roulez, roulez jeunesse, roulez, roulez petit bolide, en voiture dans le petit train de neige. Merci ma chérie. Ah, les sympas, ils sont gentils les filles de Paris. Retour à bord de la voiture des deux anciens boss de la BRI. C'était au printemps.
Ah, qu'elles sont jolies, les filles de Paris. Claude Cancès et Jean-Marc Bloch partent interpeller les terroristes d'Action Directe. On n'est pas loin, là. D'après les RG, Régis Schleicher, le tueur d'Action Directe, est planqué avec les têtes pensantes, Rouillant et Ménigon, dans cet immeuble. Seul problème, prévenus au dernier moment, aucun repérage n'a pu être fait et leurs hommes ne sont pas encore en place. Les deux patrons de la BRI les attendent dans une rue voisine. Moi, je me souviens très bien, je suis en train de parler à la radio. Je demande les positions des mecs, Topaz, je sais plus combien, 20, position, Topaz 32, nanana. À la sortie de l'immeuble, on va se les choper. 35 ans plus tard, ils rejouent la scène de ce qui restera l'un de leurs plus beaux fiascos. Je me souviens, j'ai la tête baissée, je regarde pas la rue. Je suis en train de parler à la radio. Et à ce moment-là... Schleicher surgit sous leurs yeux. Février 84, les patrons de la BRI, Jean-Marc Bloch et Claude Cancès, s'apprêtent à interpeller les membres d'Action Directe. Et à ce moment-là... Régis Schleicher surgit devant les deux policiers. Le terroriste les reconnaît tout de suite. Claude Cancès veut sortir de la voiture pour l'interpeller. Schleicher, fais pas le con. Jean-Marc Bloch l'en empêche. Il vient sans doute de lui sauver la vie. Dès qu'il prononce le mot Schleicher, je relève la tête et je vois Schleicher qui est en train de courir à gauche de la voiture. Claude est prêt à descendre, c'est sûr. Je me dis, c'est évident, Schleicher est en train de l'attendre au carrefour tout près et il va se faire allumer avant même d'avoir le temps de réagir. Il va à l'abattoir, il va se faire tuer, c'est à peu près certain. Il a eu un bon réflexe, évidemment. Et il m'a sauvé la vie, c'est sûr. J'en aurai la confirmation quelques temps plus tard, lorsque Schleicher sera arrêté en avion. Il dira à Jean-Marc, il me le redira à Paris lorsque je le reverrai. Oui, vous étiez mort si vous descendiez de voiture. Et il m'a dit cette phrase que je ne suis pas prêt d'oublier. Oui, si ma liberté passe par la mort d'un flic, je tire. Schleicher a prévenu ses amis. Les trois terroristes quittent l'immeuble. Ils sont sortis de l'immeuble et on tourne un peu dans les rues pour voir où ils peuvent se trouver. On arrive par cette rue et c'est à ce moment-là qu'on les retrouve, on les voit, ils passent devant l'école, ils regardent partout, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est l'heure de la récréation. Les enfants sont en train de jouer. Il n'est pas question d'intervenir là. Les enfants leur servent de protection. Ils disparaissent de notre champ de vision. On les perd de vue au bout de la rue. On les perd de vue, hein, tout de suite, très vite. Sors de là, sors de là, sors de là. Les trois terroristes braquent un automobiliste et se volatilisent. C'est une opération complètement ratée, complètement foirée. Et Schleicher, on ne sait pas où il est. Face à ce nouvel échec, Jean-Marc Bloch décide d'abattre sa dernière carte. Elle se trouve dans cette librairie du 13e arrondissement. La gérante est une anarchiste de 52 ans, Eliette Bess, la Mamma. Eliette Bess, c'est celle qu'on surnomme la Mamma. C'est leur mère spirituelle. Elle a un rôle de pivot. C'est elle qui peut servir d'intermédiaire entre les uns et les autres pour fixer un lieu de rendez-vous commun, etc. C'est l'agent de liaison qui peut voyager sans trop risquer de se faire arrêter. Elle n'a rien fait, elle n'a pas commis d'attentat, elle n'a tué personne, etc. Jean-Marc Bloch le sait, Eliette Bess les mènera tôt ou tard à Régis Schleicher. Mais quand et à quel prix? Un mois après l'échec de Levallois, les hommes de la BRI se lancent dans une filature rocambolesque. La Mamma prend le train pour Strasbourg. 8 hommes la surveillent dans son wagon. Quant à Jean-Marc Bloch, il arrive en voiture. C'est usant, ces gens-là sont usants. Puis elle quitte la ville et les emmène en pleine cambrousse. On va vers Saverne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Saverne, mais on est dans les Vosges, en fait.
Dans le massif vosgien, les radios passent plus, là on est paumé, on traverse des villages, on sait plus où on est. Enfin, Puis nous on est parisiens, hein. Notre domaine d'action c'est Paris, la banlieue parisienne. Après 2 jours de voyage, Eliette Bess rentre à Paris. Mais la Mamma n'a pas fini de les faire courir. Une demi-heure après ou 1 heure après, la maman elle ressort de chez elle avec un sac de voyage. Bon, moi j'étais en voiture, j'étais en train de rentrer chez moi pour retrouver ma famille. Et la voilà qui va vers la gare de Lyon. Évidemment, je fais demi-tour. Hein. Hop. Et rebelote. Une équipe monte dans le train avec Eliette Bess, direction Marseille. Le commissaire Bloch, lui, repart en voiture sur les chapeaux de roue. Alors là, on enfile l'autoroute à 200 à l'heure. On se fait arrêter d'ailleurs de temps en temps par les motards. Et on arrive à Marseille avant le train. On est content, on monte un dispositif bien sur le quai de la gare, aux abords de la gare. On va la filocher à la sortie de la gare, on est vachement bien. Je téléphone à l'état-major PJ. Claude Cancès me dit « Elle est descendue à Avignon ». Bon. Les flics qui étaient dans le train avec la Mamma poursuivent la filature pendant que le commissaire les rejoint. En fin de matinée, tout le monde se retrouve à Avignon devant une petite maison louée par Eliette Bess. Je me souviens toujours du magistrat, je vais voir le proc à Avignon, le procureur de la République. Je lui dis voilà, on est dans le cadre d'une commission rogatoire pour l'arrestation de l'action directe et tout. Le magistrat il me dit vous croyez que ça va bien se passer? Oh, je lui dis non, ça j'en suis pas sûr du tout. Et j'ai eu presque l'impression qu'il me dit mais pourquoi vous n'allez pas faire ça ailleurs? Et 3 jours plus tard, la persévérance du commissaire finit par payer. Eliette Bess s'absente et revient accompagnée d'une bonne surprise. Régis Schleicher en personne. Mais un détail attire l'attention des policiers. Schleicher a les mains dans les poches, il ne quitte jamais les mains de ses poches. Ça veut dire qu'il est armé, et ça on le sait par expérience quelque part. D'un côté il a un flingue, de l'autre une grenade. Donc l'interpellation dans la rue c'est jamais très facile. Donc on le laisse entrer dans la maison et on donne l'assaut de la maison. Les flemmards, sors! On le voit passer de fenêtre en fenêtre. Là, on le voit, il retire sa veste, il retire sa chemise, et il le fait très visiblement. Avance! Avance, couchez! Couche-toi! Couche-toi! Il ouvre la porte, il sort les mains bien dans l'air, il est torse nu. Couche-toi! C'est un moment assez théâtral. La maman sort derrière lui, se couche sur lui, en disant « le tuez pas, etc. » Enfin, c'est assez grandiose. Contre toute attente, l'arrestation est un coup de maître. Le commissaire a cependant une petite sueur froide. Dans ses carnets, il y avait mon numéro de voiture, le numéro de la 305 qui m'était attribué habituellement, puis il y avait mon numéro de téléphone aussi. Mais j'étais pas le seul, hein. Il avait d'autres noms. Quand il était en garde à vue à l'hôtel de police d'Avignon, à un moment, je le vois, il est attaché à un radiateur, il regarde fixement un mur sur lequel il y a un truc punaisé. Eh ben, c'est le nom des juges d'instruction, des magistrats de permanence avec leur numéro de téléphone. Il était en train d'apprendre ça par cœur. Tout peut servir. Vous savez, pour ces gens-là, tout peut servir. Régis Schleicher est condamné à la perpétuité. 3 ans plus tard, après avoir assassiné le général Audran et Georges Bess, le patron de Renault, tous les membres d'Action Directe sont arrêtés par le RAID. Aujourd'hui, ils sont tous sortis de prison.
L'enquête sur l'affaire de l'appât est en bonne voie. La jeune et jolie Valérie Subra a donné ses 2 complices. Grâce à la mère de Valérie, les policiers en ont localisé un, Jean-Rémy Sarraut, mais il est probablement armé. L'arrestation risque d'être sportive. Et pour éviter tout usage d'une arme, s'il en a une, on va l'extraire par la fenêtre de sa voiture. C'est la première et dernière fois que j'ai réussi à faire ça. On va le tirer et le coucher au sol pour le menotter. Jean-Rémy Sarraut n'oppose aucune résistance. Mieux, il indique aux policiers où se trouve son complice. Laurent Attab est interpellé dans la foulée. Et tout ce beau monde a été conduit au quai des Orfèvres. Maintenant, une question se pose. Pourquoi une telle folie meurtrière? Le maître d'équipe, c'était Laurent Attab. C'était la pièce maîtresse du système. C'est quelqu'un qui naît sous une très bonne étoile, parents fortunés, aisés, qui vont tout lui passer. C'est-à-dire que ça va être un enfant gâté, il a toujours la plus belle voiture, toujours les plus belles filles à son bras. Beau gosse, voilà, donc tu as tout pour lui. Puis il va arriver un moment où tout se casse la figure pour les entreprises de son père. Donc plus d'argent dans la famille, lui-même, sa société périclite, et du jour au lendemain, il n'a plus rien. Laurent explique aux policiers que l'argent volé devait lui servir à se relancer dans les affaires. Il voulait partir aux États-Unis, créer sa propre marque de prêt-à-porter. Pourtant, les 400 € extorqués à Maître Lelédier ne vont pas vraiment être mis de côté. Leur affaire terminée, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils vont partir dans une boîte de nuit. Ils vont dépenser la somme de 1500 francs qu'ils avaient trouvée chez la victime. Ils ont tout dépensé, ils ont tout bu, voilà. L'un d'entre eux avait du sang sur ses chaussures et l'autre avait son pantalon qui était taché de sang. Mais bon, dans la pénombre, personne ne s'est rendu compte de rien. Et puis ils sont rentrés chez eux, comme si de rien n'était. C'est affligeant, c'est affligeant. C'est affligeant, on n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas comprendre qu'on puisse tuer quelqu'un et puis ensuite aller faire la fête et puis ne pas réaliser, et puis faire comme si rien ne s'était passé. Voilà, c'est vraiment étrange. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, ça. Jamais dans ma carrière. Où était passée cet après-midi la jeune fille de 18 ans, coquette et décidée, qui séduisait ses victimes pour mieux les perdre? Les traits tirés, sans maquillage, Valérie Subra a éclaté en sanglots devant la cour. 3 ans plus tard, lors du procès, tous les projecteurs se braquent sur Valérie Subra. Va-t-elle écoper de la même peine que ses 2 complices? Elle n'a pas de sang sur les mains, mais l'avocat général n'a pas de mots assez durs pour qualifier son rôle. Vous êtes la plus perverse des 3, lui lance l'avocat général, la plus dangereuse. Vous êtes celle qui conduisait les victimes à la mort. Ces larmes n'attendrissent pas les jurés. Les 3 accusés sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec des peines de sûreté de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour Valérie. Elle a été effectivement sanctionnée au même niveau que les autres. C'était cher payé, mais en même temps, à 18 ans, on est censé faire la différence entre le bien et le mal. On participe à un meurtre ou un assassinat, et la loi dit que le complice mérite autant que le tueur. Voilà. À l'annonce du verdict, une vieille dame se lève. Elle est en pleurs. Elle a perdu son fils dans cette affaire. La mère de Maître Lelédier s'approche des 3 condamnés et leur dit « Mes pauvres petits, elle est complètement bouleversée par ces vies qui sont gâchées et elle leur tient absolument pas rigueur. Elle est catastrophée du prononcer des peines à leur égard et elle leur en veut absolument pas.
Et elle était pleine de commisération pour ces trois assassins hein, qui avaient bousillé sa vie, qui avaient tué son fils. Et ça, c'est quelque chose qui émeut la salle et l'assistance. Et tout le monde est stupéfait, abasourdi. Et on ne sait pas comment réagir. C'était vraiment une sortie un peu inattendue, mais très humaine de la part de cette vieille dame qui avait perdu son fils quand même. Valérie Subra a été libérée en 2001. En prison, elle a obtenu son bac et a décroché un BTS en communication d'entreprise. Elle est mariée, a 2 enfants et vit aujourd'hui à l'étranger. Laurent Attab aussi s'est exilé après sa sortie de prison en 2003. Il a coupé les ponts avec tous les membres de sa famille. Quant à Jean-Rémy Sarraut, il a fait une belle rencontre en prison, peut-être la première de son existence. Un aumônier lui a présenté celle qui deviendra sa femme et la mère de son enfant. Il est sorti de prison en 2003. Il est informaticien.